الأجواء إيجابية إن شاء الله. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, la 12e séance du dialogue national à Haine-Tinné s'est achevée cet après-midi sans réelles avancées. La prochaine réunion doit avoir lieu le 11 janvier. Cela faisait plusieurs semaines que le gouvernement Salam ne s'était pas réuni. Le feu vert pourrait être donné aujourd'hui à l'exportation des déchets lors d'une réunion extraordinaire de l'exécutif. Le ministre français de la Défense à Moscou pour parler de coopération anti-État islamique avec son homologue russe Sergueï Shoïgou. Jean-Yves Le Drian réclamera également un partage de renseignements sur l'organisation djihadiste. La 12e séance du dialogue national à Haine-Tinné s'est achevée cet après-midi sans réelles avancées. La prochaine réunion doit avoir lieu le 11 janvier. Les représentants des principales forces politiques ont notamment évoqué la vacance à la présidence de la République et la paralysie des travaux du Conseil des ministres. L'initiative portant sur l'élection du chef des Maradas, Slimane Frangieh, à la présidence de la République, proposée par le leader du courant du futur, Saad Hariri, n'aurait pas été évoquée. Elle a toutefois figuré au menu d'un tête-à-tête entre le chef du Parlement, Nabi Berri, et le leader des Maradas, Slimane Frangieh. Cela faisait plusieurs semaines que le gouvernement Salam ne s'était pas réuni. Le Conseil des ministres planche enfin cet après-midi sur une clause unique à son ordre du jour, le projet d'exportation des déchets. Un projet qui vise à mettre fin à la crise des ordures qui ronge le pays depuis 6 mois. Aucune information n'a filtré sur le contenu du projet concocté depuis 3 mois par le ministre de l'Agriculture Akram Chehayeb. Des interrogations s'installent notamment sur le coût de l'exportation et les moyens de financement. D'autres inconnus, la destination des déchets, le cahier des charges ou encore la nature des contrats. La justice a finalement tranché. Un mandat d'arrêt a été émis ce lundi à l'encontre de l'ancien député Hassan Yarkoub. 2 de ses gardes du corps ont également été arrêtés. Hassan Yarkoub, membre du parti chiite Amal, est soupçonné d'avoir joué un rôle important dans l'enlèvement de Hannibal Kadhafi la semaine dernière par un groupe armé dans la Bekaa. Le fils de l'ex-dirigeant libyen, qui a ensuite été libéré, est remis aux autorités libanaises. Yarkoub a été entendu ce matin au palais de justice de Babda par le premier juge d'instruction, Jean Freneni. À l'extérieur, la famille et les partisans de l'ancien député continuent de protester pour réclamer sa libération et dénoncent une manœuvre politique. Le Hezbollah a organisé ce mardi d'imposantes funérailles pour Samir Kantar, une figure du mouvement chiite, tué dimanche près de Damas par un raid israélien présumé sur son domicile. Dans le quartier de Robeiri, dans la banlieue sud de Beyrouth, des barrages ont été dressés et des militants en habits militaires portaient des drapeaux de leur parti. Vous le voyez, le cercueil de Samir Kantar a également été recouvert du drapeau du parti chiite. Ce lundi, une brigade de l'armée syrienne libre a revendiqué l'assassinat et promis d'autres attaques contre le parti d'Hassan Nasrallah. Le chef du Hezbollah qui devrait s'exprimer ce soir à la télévision pour réagir à cette liquidation. Ancien militant du Front populaire palestinien, incarcéré pendant près de 30 ans en Israël pour une opération meurtrière commise à l'âge de 16 ans, ce druze libanais avait rejoint les rangs du Hezbollah en 2008 après sa libération dans le cadre d'un échange de prisonniers entre l'État hébreu et le Hezbollah. Le ministre français de la Défense à Moscou pour parler de coopération anti-État islamique. Jean-Yves Le Drian va demander à son homologue russe, Sergueï Shoïgou, de frapper plus le groupe djihadiste et discuter d'un partage de renseignements sur cette organisation. Les Occidentaux reprochent à l'armée russe de bombarder avant tout les rebelles, y compris modérés, qui menacent le régime de Bachar el-Assad plutôt que l'État islamique. Le conflit syrien a fait plus de 250 000 morts et des millions de réfugiés en 4 ans et demi de conflit. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.
Retour sur le plateau de l'info, les législatives espagnoles de ce dimanche ont accouché d'une situation inextricable pour Mariano Rajoy et sa formation conservatrice du Parti populaire, arrivé en tête pour former un gouvernement. Le leader de la droite espagnole va devoir sceller des alliances en l'absence de majorité absolue. Les vrais gagnants de ces législatives, ce sont les nouveaux venus sur la scène politique espagnole. La gauche radicale de Podemos talonne le Parti socialiste avec 20,6% des voix. Un slogan entonné par toute une foule. Oui, nous le pouvons. Moins de 2 ans après sa création, le parti Podemos réussit son pari et fait une entrée fracassante au Parlement espagnol. Pour moi, c'est une grande victoire. Pour la première fois, ceux qui sont en bas de la société vont se voir reconnaître leurs droits. À l'origine du parti, le mouvement des indignés en 2011. Pendant plusieurs semaines, des milliers de personnes squattent la Puerta del Sol, l'une des principales places de Madrid. 3 ans plus tard, les premières réunions ont lieu dans ce petit local d'un quartier populaire de la capitale. Les gens ont ressenti une certaine frustration, car il n'y avait pas de lieu pour s'exprimer. Ils ne savent plus pour qui voter, contre qui râler ou comment être entendu. Je crois que Podemos a répondu à ce besoin en créant un espace où ils peuvent s'exprimer, donner leur opinion et être actifs comme individus et surtout comme citoyens. Puis viennent les premiers scrutins et les premières percées. Les élections européennes tout d'abord. Podemos rassemble 1 200 000 voix et remporte 5 sièges. Quelques mois plus tard, les municipales. La formation et ses alliés gagnent plusieurs mairies importantes, dont Madrid et Barcelone. Mais après plusieurs mois au pouvoir, certains des maires craquent. On veut agir, il y a tant de choses qu'on veut faire, mais on se heurte à un mur. Tous les jours, je voudrais organiser un contre-meeting, une réunion qui soulignerait toutes nos imperfections, nos limites, notre vulnérabilité au quotidien. Et chaque jour, je pense que je pourrais faire beaucoup plus. Pour la première fois, des membres de Podemos entrent au Parlement. Désormais, le parti devra faire ses preuves au niveau national. Ce lundi, au nord de Kaboul, 6 soldats de la mission de l'OTAN en Afghanistan ont trouvé la mort dans un attentat suicide perpétré par des rebelles talibans. L'attaque s'est produite non loin de la base de Bagram, au nord de la capitale afghane. Les insurgés affirment avoir tué 19 soldats américains. Selon les autorités, un kamikaze à moto s'est fait exploser au passage d'une patrouille conjointe de l'armée afghane et des forces étrangères, cible de prédilection des talibans depuis la chute de leur régime en 2001, qui a marqué le début de leur insurrection. Au moins 91 personnes sont portées disparues à Shenzhen, une ville de plus de 10 millions d'habitants dans le sud de la Chine, après une coulée de boue dévastatrice survenue hier dimanche. En fin de matinée, 33 bâtiments ont été ensevelis, dont 2 dortoirs réservés aux travailleurs. Les autorités penchent vers la piste de l'erreur humaine. Plus de 1500 secouristes et 104 camions pompiers sont à pied d'œuvre sur le site étendu de la catastrophe. Christophe Dansette nous en dit plus. Une énorme masse de terre s'abat sur cette zone industrielle de la périphérie de Shenzhen. Elle provoque une explosion de gaz. La suite est filmée par un amateur. Il a le temps de prendre la fuite. Mais des dizaines de personnes sont prises au piège. La catastrophe a endommagé en tout 33 bâtiments, dont 14 usines, 2 immeubles de bureaux, une cantine et 3 dortoirs. 1500 secouristes sont mobilisés, aidés pour certains par des chiens. Ils tentent de retrouver des survivants. De nombreux blessés sont évacués vers les hôpitaux des alentours. La condition des blessés est stable, leurs blessures ne sont pas très graves. Quel genre de blessures? Des fractures. Selon les premiers éléments de l'enquête, le glissement de terrain serait dû à une erreur humaine. Une montagne de terre d'une centaine de mètres de haut, issue de travaux de construction et détrempée par la pluie, avait été accumulée illégalement à cet endroit. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, coup de tonnerre dans la planète football. Michel Platini et Sepp Blatter suspendus pour 8 ans par la commission d'éthique de la FIFA. Coupables d'abus de position, de conflits d'intérêts et de gestion déloyale. Ils écopent aussi d'une lourde amende. L'affaire porte sur un paiement controversé en 2011 d'1,8 million d'euros au profit du président de l'UEFA.
Platini n'a pas encore réagi. Blatter entend faire appel. Presque 20 ans après sa découverte, le tombeau de Maya, appelé la nourrice de Toutankhamon, s'ouvre au public. Il se trouve dans la nécropole de Saqqara, à 20 km au sud-ouest du Caire, qui a servi tout au long de l'histoire de l'Égypte antique. Selon l'archéologue français Alain Zivy, qui a découvert le tombeau en 1996, Maya n'était autre que la sœur de Toutankhamon. Ce n'était pas un accident à Las Vegas. Une conductrice a foncé dans la foule sur un trottoir. Au moins une personne a été tuée, une trentaine d'autres blessés. La police exclut un acte terroriste. La femme a été placée en détention. Un enfant de 3 ans se trouvait à l'intérieur du véhicule. L'accident s'est produit tout près du Paris Las Vegas Hotel, où se déroulait le concours de Miss Univers. Et justement, la soirée de Miss Univers 2015 devait se conclure en beauté. Elle a finalement tourné au fiasco. Le présentateur Steve Harvey a mal lu sa fiche et a annoncé la victoire de Miss Colombie avant de se rendre compte de son erreur. Et c'est finalement Miss Philippines, heureuse mais stupéfaite, qui s'est vue couronnée. Julie Chouteau nous en dit plus. Il était une fois à Las Vegas, 2 reines de beauté qui voulaient être Miss Univers 2015. Miss Colombie est aux anges ce soir, c'est elle, la plus belle femme du monde. Petit bisou au public, puis on récupère son écharpe, ses fleurs et surtout sa couronne. Bref, on profite de son sacre. Mais tout à coup, moment de gêne. I have to apologize. Le présentateur avait mal lu sa fiche. Pour Miss Colombie, le conte de fées prend fin. The first runner-up is Colombia. Miss Universe 2015 is Philippines. La couronne change de tête, celle de Miss Colombie se décompose et Miss Philippines s'illumine. Une soirée cruelle pour la Colombie qui s'est emballée un peu trop vite. En Amérique du Sud comme en Asie, le concours de Miss Univers est très populaire. En mars dernier, le Parlement slovène avait adopté une loi autorisant le mariage homosexuel. Il va donc revenir en arrière puisque 63,42% des votants au référendum de ce dimanche ont dit non à l'entrée en vigueur du texte. C'est la question de l'adoption qui avait été la plus contestée par les détracteurs de la loi. Cette semaine, le pape François avait plaidé en faveur du non, invitant les Slovènes à soutenir la famille, structure de référence de la vie en société. Mais la consultation populaire a peu mobilisé. Seuls 35,65% des électeurs ont pris part au référendum. Et le mariage gay est légalisé ou en passe de l'être dans 18 pays, dont 13 en Europe. Tour d'horizon sur le vieux continent avec Axel May. C'était il y a près de 15 ans déjà. Les Pays-Bas faisaient office de précurseurs en Europe en autorisant le mariage homosexuel. Les Pays-Bas ont été suivis par la Belgique dès 2003, par l'Espagne il y a 10 ans, ou encore la France en 2013. Cette année, l'Irlande est même devenue le premier pays au monde à adopter par référendum le mariage homosexuel. Au total, 11 États membres de l'Union autorisent de tels mariages. En mars, la Slovénie rejoignait cette liste avant que la loi sur le mariage gay ne soit retoquée ce week-end par référendum. L'union civile entre personnes du même sexe est toutefois permise en Slovénie, comme d'ailleurs dans de nombreux pays européens. Mais certains restent récalcitrants à toute forme d'union homosexuelle. C'est le cas de l'Italie ou de la Pologne, où le poids notamment de l'Église catholique est très fort. C'est le cas aussi en Lituanie, présenté parfois comme le pays le plus homophobe des 28. En Grèce, malgré l'opposition de l'Église orthodoxe, le gouvernement est sur le point d'ouvrir le pacte d'union libre aux couples homosexuels et va leur permettre de bénéficier du même statut que les couples hétérosexuels, en matière par exemple de fiscalité. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. La 12e séance du dialogue national à Rhein-Tiné s'est achevée cet après-midi sans réelles avancées. La prochaine réunion doit avoir lieu le 11 janvier 2016. Cela faisait plusieurs semaines que le gouvernement Salam ne s'était pas réuni. Le feu vert pourrait être donné aujourd'hui à l'exportation des déchets lors d'une réunion extraordinaire de l'exécutif.
Le ministre français de la Défense à Moscou pour parler de coopération anti-État islamique avec son homologue russe Sergueï Shoïgou. Jean-Yves Le Drian réclamera également un partage de renseignements sur l'organisation djihadiste. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et je vous dis à demain. الأجواء إيجابية إن شاء الله.